Bonjour à tous, Stéphanie de Surmont. Donc, je remercie Arnaud et pour cette magnifique organisation. Ça fait 25 ans que je suis dans le luxe et 4 ans que j'ai monté cette entreprise où j'accompagne commercialement les artisans d'art. Donc j'ai fait un demi-tour de France, j'ai fait l'Occitanie, l'Aquitaine, la Bretagne, la Normandie, à la rencontre des ateliers d'artisans d'art pour essayer de comprendre leurs besoins. Et cette étude finalement arrivait à pic, car je ne connaissais pas la région Centre-Val de Loire, et arrivait à pic aussi dans le sens où j'avais quand même un petit peu d'éléments de comparaison et d'expérience dans le métier depuis 4 ans. Donc j'ai fait cette étude. On a avec Yves et Arnaud et Livia décidé d'interviewer une 50aine d'artisans d'art. Certains je les ai rencontrés physiquement, d'autres j'ai fait des visios avec eux pour présenter les résidences, à la fois la résidence création et la résidence innovation. Déterminer leurs besoins à la fois en termes au niveau commercial, mais aussi au niveau communication, au niveau formation, au niveau transmission, qui est un vrai sujet aussi. Et au final, c'est un vrai succès, puisque 48 d'entre eux sont intéressés par ces résidences. Pourquoi effectivement cette étude? L'idée c'est de rencontrer les savoir-faire, l'idée c'est de savoir quels sont les métiers qui peuvent travailler ensemble, comment les artisans ont envie de collaborer entre eux, quels sont leurs besoins finalement à tous les niveaux. Et pour cela, j'ai vu qu'il y avait une plaquette qui a été faite, donc je ne préfère pas répéter trop les informations. Donc il y a le dossier de présentation qui sera disponible, je crois. Innovons dans les métiers d'art au Centre-Val de Loire, où il y a une cartographie géographique des métiers, etc., que vous pourrez consulter à ce niveau-là. Moi, j'ai voulu faire un état des lieux sur les collaborations actuelles et sur l'état actuel des collaborations. Collaboration avec d'autres artisans d'art, collaboration avec des designers. Donc les collaborations entre artisans, ce qui est intéressant, c'est que 32% des artisans d'art de cette région n'ont jamais collaboré avec d'autres artisans. Alors on sait que vous êtes dans des ateliers qui sont parfois en région, dans des zones rurales. Pour autant, c'est pas forcément volontaire, c'est beaucoup en manque d'opportunités. 46% d'entre eux l'ont fait. Catherine Roman est un exemple pour moi de collaboration, car elle a été capable d'aller chercher d'autres artisans vanniers en France pour répondre à des appels d'offres qui sont plus conséquents en termes de nombre de pièces que ce qu'elle pouvait faire elle. Collaboration avec les designers. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de référencer et de connaître pour pouvoir justement apporter quelque chose de nouveau. Ce qu'on sait, c'est que... alors déjà, la différence entre architecte d'intérieur et designer, juste pour que vous sachiez, l'architecte d'intérieur, il a un client, il a un projet avec son client et il fait appel à un artisan sur un cahier des charges. Le designer, lui, va créer une pièce et va, avec l'artisan d'art, évoluer sur la création de cette pièce et la faire fabriquer par l'artisan. Donc c'est vraiment deux entités complètement différentes. Et je voulais juste le souligner. Et 75% des artisans d'art de cette région n'ont jamais eu de contact avec des designers. Donc là, on arrive vraiment sur le vif du sujet pour ces résidences. Ils souhaitent développer le marché en B2B, ça c'est sûr. Ça aussi, c'est des informations que vous devez connaître, et je suis désolée, Monsieur le Président, c'est des choses que vous savez déjà, mais je voulais quand même mettre un accent sur le fait que la visibilité des artisans d'art de cette région est peut-être parfois insuffisante au niveau des labels. Le Atelier d'Art de France, vous avez 73 artisans de la région qui sont référencés chez Atelier d'Art de France, quand en région Occitanie, il y en a 271. Voilà, on peut peut-être progresser sur ce label. Et après, sur la région, les EPV, qui sont quand même plus contraignantes en termes de nombre de collaborateurs et de chiffre d'affaires, vous êtes sur 26 artisans d'art, quand sur la région PACA, il y en a 49.
Évidemment, au niveau régional comme au niveau national, on est sur 70% d'ateliers unipersonnels. Et ça, c'est un vrai sujet aussi qui favorise les résidences pour que les ateliers puissent travailler entre eux et puissent répondre à des appels d'offres plus importants. Voilà le marché et la clientèle des artisans d'art. Vous avez 8% des artisans d'art interrogés qui réalisent plus de 30% de leur chiffre d'affaires avec les marchés publics dans la région. Ça, c'est vraiment sur un échantillon de 50 artisans d'art. Hein. C'est pas les plusieurs centaines, c'est vraiment l'échantillon qu'on a interrogé. Et 6% qui consacrent plus de 10% de leur chiffre d'affaires à l'export, ce qui me paraît être un marché potentiel. 50% donc vendent en B2C, donc vendent au client final, et 44% vendent un peu plus que 50% de leur chiffre d'affaires en B2B, donc à des professionnels. Au niveau de la commercialisation régionale, en réalité, j'ai voulu mettre l'accent sur la participation au salon, quels étaient les salons disponibles. Évidemment, les GEMA sont globalement assez successful dans la région. Il y a le salon à Orléans, il y a le salon Révélation à Paris, il y a le salon du patrimoine, mais il y a quand même 37% des artisans d'art de la région qui ne font aucun salon. Là, j'ai souhaité analyser un petit peu les problèmes de transmission, les enjeux liés à l'innovation et la manque de visibilité. Sur le problème de transmission, tous les artisans d'art ont quand même un souci pour trouver des apprentis. Et lorsqu'ils trouvent un apprenti, ils ont quand même besoin d'1 à 5 ans pour être opérationnels dans l'atelier, avec le savoir-faire de l'artisan, qui est le sien et qui est sa force, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, ils ont tendance à avoir du mal à capitaliser sur ce projet. Et les localisations, j'ai discuté par exemple avec Ferronnerie d'Antan à Savigny-sur-Braille. Alors ça, c'est un exemple d'atelier qui fonctionne très très bien, qui ont leur carnet de commandes complet pour l'année à venir, mais ils ne trouvent pas d'apprentis. Personne n'a envie d'aller à Savigny-sur-Braille. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler aussi pour pouvoir les aider à continuer ce succès. Ils sont une dizaine de salariés. Et 70% des artisans au niveau national sont unipersonnels. Ça, c'est un vrai sujet, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai que du coup, ça nécessite un accompagnement et faciliter l'accès des apprentis aussi, et les interactions entre les ateliers et les apprentis. Les enjeux liés à l'innovation, bien évidemment, Arnaud connaît mieux le sujet que moi, mais en tout cas au niveau de mon étude, quand j'ai interrogé les artisans d'art, j'ai trouvé qu'ils étaient soucieux de l'éco-responsabilité, de la gestion des rebuts, qu'eux-mêmes avaient pris l'initiative, pour certains, d'acheter une machine pour fabriquer des briquettes de bois quand ils sont ébénistes pour pouvoir se chauffer l'hiver avec. J'ai trouvé ça assez exceptionnel de voir comment ils arrivent à créer leur propre gestion des rebuts et cette conscience permanente dessus. Il y a même certains qui font des objets avec des chutes de tissu. Bon, bref, c'est assez incroyable de voir jusqu'où cela peut aller. Et ça crée aussi au niveau social, en interne dans les ateliers. Je pense à une société qui s'appelle Les Billots de Sologne, si je ne me trompe. Vous êtes là? Ah non, non, parce que je ne sais pas si les personnes sont là. Ils sont 6 et effectivement les briquettes de bois sont distribuées auprès des salariés. Ça permet aussi de chauffer tout le monde. Je trouve ça assez intéressant. Les difficultés, alors plus marquées, sont au niveau numérique. L'artisanat d'art, pour moi,
c'est du luxe. Et pour le communiquer auprès du luxe, il faut une activité numérique luxe. Et cela passe par un site, une vitrine numérique, ça passe par des réseaux sociaux. Et tout cela doit communiquer au niveau de ce positionnement. C'est important. Et les photos et la qualité des photographies en fait partie. Et difficulté à introduire une innovation de rupture, ça c'est aussi sur la partie technologique. Je pense que tu pourras en parler mieux que moi, mais je pense qu'ils en sont, enfin les ateliers et les artisans n'ont pas toujours le temps de se poser ces questions-là, savoir si par exemple on a discuté avec plusieurs ébénistes si on pouvait trouver une filière d'approvisionnement commune pour payer le bois un peu moins cher, des choses comme ça, ou même certaines machines de pouvoir les utiliser collectivement, des imprimantes 3D par exemple pour faire des prototypes. Tout ça c'est des choses qui peuvent être faites pour un groupe d'artisans d'art localement. Et puis par contre la chose très positive, et là je parle de Slow Made et du Mobilier National qui a lancé ce terme, mais en fait on est vraiment dans une tendance de consommation Slow Made et Quiet Luxury, c'est-à-dire qu'en fait même si vous vous appelez Dior, on vous demande maintenant du sur-mesure sans la marque. Et on le demande à Dior, et j'aimerais bien qu'on le demande plutôt aux artisans d'art français. Voilà, j'ai mis une petite photo d'Atelier Dauphin parce que c'est l'exemple pour moi du meilleur communicant, si je peux remettre un prix. Le meilleur communicant, il a 107 000 followers sur Instagram. Et en plus, il a créé une matière, le carton-pierre, qui est une marque d'innovation. C'est tous les rebuts de papier qu'il utilise pour une matière qui s'appelle le carton-pierre. Il fait des fresques magnifiques qu'il livre dans des suites à Paris, au Georges V. Et voilà. Et le manque de visibilité, en général, j'en ai beaucoup parlé déjà. Mais pareil, les résidences vont être l'occasion de communiquer avec la faïencerie de Germe, bien évidemment, avec Maison Rose, Comité Da Vinci, et de créer des événements comme aujourd'hui, où ensemble on peut réussir à faire parler de l'artisanat d'art. Évidemment, les salons restent une belle opportunité, mais les salons peuvent aussi être des salons au niveau national. Évidemment, la Paris Design Week, Révélation sont des salons intéressants, mais n'oublions pas que l'export est un marché intéressant et intéressé par la France, son patrimoine, ses bijoux de savoir-faire. Et moi j'ai travaillé longtemps à l'export, je peux vous dire qu'on est envié de partout dans le monde entier, et il faut juste trouver le moyen de les contacter. Mais là-dessus, il y a des salons internationaux. Il y a un salon à Milan qui fonctionne très bien. Là, je vais voir Decorex à Londres. Tous ces salons sont tout à fait accessibles si on fait des scénographies communes. On s'allie entre plusieurs artisans d'art. Évidemment, les stratégies de communication sont importantes. Et pour ça, il faut savoir quelle est son identité. Vous avez tous une identité en tant qu'artisan d'art. Il faut juste y réfléchir, l'écrire et communiquer autour de ça. Les soutiens institutionnels, merci d'être présent et de soutenir votre région, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai plein de choses à vous dire ultérieurement sur des choses qui ont été faites dans d'autres régions et qui ne fonctionnent pas du tout, et des choses qui peuvent être faites et qui sont faites parfois, qui fonctionnent un petit peu. Mais c'est vrai que d'allier l'artisanat d'art avec le tourisme, ça reste une très bonne idée, avec des routes communes, des parcours pour le tourisme, et même peut-être pour un tourisme de professionnels.
Ça reste mes idées. Et puis les collaborations avec les écoles et les centres de formation, ça se fait déjà. Et c'est très important pour les étudiants de comprendre comment se passe l'atelier et inversement, d'avoir la vision plus jeune pour l'artisan d'art d'un jeune et de voir comment on peut adapter sa formation et son expérience professionnelle en entreprise. Voilà, tout ça avec évidemment tout ce suivi et tout cet accompagnement qu'on peut leur apporter. Et évidemment, il faut le suivre et l'évaluer à un certain moment. Et étant donné que ce sont des personnes souvent seules dans leur atelier, je pense que c'est important de faire des points réguliers après. Ces résidences croisées, à la fois la résidence création à Gien, où donc on va allier le designer, là sur la première résidence, les artisans d'art et le lieu qui les accueille, donc la faïencerie de Gien, le musée de la faïencerie de Gien. Évidemment, ça va permettre de créer de nouveaux objets. Et ça, c'est important aussi. Tous ces savoir-faire peuvent être alliés sur des nouveaux objets et vraiment créer le buzz en termes de métier d'art. Ça, c'est important pour les présenter par la suite. Évidemment, tous les artisans ont éprouvé ce besoin de travailler avec un designer. Et le rôle des résidences, c'est d'identifier les designers qui sont les plus... il n'est pas content, c'est ça. Les designers sont bien introduits sur les salons parisiens et à l'étranger. Ça permet d'ouvrir des portes. Voilà, et pour finir, j'insiste, mais le repositionnement luxe et pour moi le nouveau luxe, c'est l'artisanat d'art et ses savoir-faire. Merci à tous.